Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. C'est la fête de la radio et ce sont les assises de la radio qui permettent aussi et surtout de conjuguer au futur notre média, notre radio, pour peut-être, il faut l'espérer, mieux anticiper les choses dans la prochaine décennie. Décennie qui sera forcément placée, j'imagine, sous le signe des enjeux de bataille. Peut-être que ces batailles seront d'ailleurs âpres, difficiles à mener, allez savoir. Mais on va être optimiste, parce que c'est un peu l'ADN de ces assises de la radio. Et on va s'intéresser au challenge du son et à ce qu'il représente concrètement, ce qu'il peut représenter d'ailleurs durant la prochaine décennie. Hervé Godeschaux, merci d'être encore avec nous. Président du groupe de travail Bonjour. radio et audio numérique à l'ARCOM. Joël Renez est à vos côtés, qu'on ne présente plus, cofondateur de Binge Audio, et puis aussi et surtout le président du PIA. Bonjour. Bonjour, qui est traduisible, Joël Renez. C'est les producteurs audio indépendants, oui, mais effectivement, l'acronyme, on a un peu triché pour le rendre prononçable. Bon. Charles-Emmanuel Bon, bonjour. Lagardère, on en parlera bien entendu. On parlera de votre vision, Mariam Salehi. Energy Group, toujours très heureux de vous retrouver ici pour partager votre point de vue, votre vision de l'avenir, mais il s'agit ici, me semble-t-il, d'un petit pléonasme, la vision de l'avenir. Et puis, on a un représentant de radio associative qui a fait le déplacement, Christophe Bedbeder. J'espère ne pas écorcher votre patronyme. Vous êtes le délégué général du SNRL. Alors, le SNRL, c'est le syndicat national des radios libres. Ouais, parfait. On ira faire un tour du côté du Clémy avec Elsie Russier, qui est responsable du pôle Labo Formation. Alors, ça peut faire peur comme ça, mais ça reste néanmoins intéressant. Et puis, Christophe Schalk, qu'on ne présente plus non plus en Alsace. Vous êtes connu comme le loup blanc. Vous êtes le directeur de Top Music. C'est un réseau régional qui génère une audience respectable, dirons-nous. Et puis, vous avez été élu, il y a quelques semaines, bientôt 3 mois, le président du CIRTI, le syndicat des radios indépendantes, me semble-t-il, qui fédère donc un certain nombre de radios locales privées. 170, me dit-il. Alors, le but du jeu, Christophe, je le dis aussi pour les autres, c'est de se saisir du micro pour qu'on puisse vous entendre. La radio libre doit redevenir libre, m'a dit Mariam Salehi il y a quelques jours, lors d'une discussion qui était passionnante. Mariam est une femme très optimiste. Elle m'a dit 8 Français sur 10 écoutent la radio. Voilà de bonnes bases pour poser la suite de notre débat. C'est ce que vous voulez, Mariam Salehi, que la radio libre redevienne libre. Qu'est-ce qui vous a fait dire cette phrase qui a donc retenu mon attention? Bonjour à tous. Sans vouloir piquer le nom de votre association, mais moi j'aimais bien. Rappelez-vous, notre discussion, elle était sur aujourd'hui comment est-ce qu'on envoyait l'avenir de la radio, quels pouvaient être les enjeux. D'ailleurs, je préfère parler d'enjeux, de défis, mais pas forcément, mais pas d'inquiétude. Et notre discussion avait trait à qu'est-ce qu'il lui faut encore de plus à la radio. Et moi, je disais que c'était le média qui était sans doute le plus avant-gardiste parce que c'est celui qui s'était adapté très rapidement au digital. Il avait embrassé les évolutions technologiques avant les autres médias. Et simplement, aujourd'hui, la radio est confrontée effectivement à une asymétrie de régulation, notamment par rapport aux plateformes, et que pour pouvoir séduire encore plus et plus d'auditeurs, on parle aussi des jeunes en disant que les jeunes sont sur Deezer, Spotify et autres. On a des chiffres qui disent que tout à fait, d'ailleurs c'est le contraire, parce que la radio est 3 fois plus écoutée que les plateformes de streaming. Mais pour qu'on n'en soit pas à ce genre de comparaison, aujourd'hui, la radio, et je parle plus pour les radios musicales, c'est un média qui est ultra réglementé, avec une régulation qui remonte à 1994. Donc, on va pouvoir aussi, après la fête de la radio, faire les 30 ans des quotas. Et donc, encore une fois, les radios musicales ne sont pas contre les quotas de chansons d'expression francophone. L'idée, c'est simplement de voir aujourd'hui, notamment à l'aune de la pénétration des plateformes, comment est-ce qu'on doit pouvoir trouver une solution intelligente, commune,
autour d'un consensus sur cette régulation anachronique qui est en vigueur depuis plus de 30 ans. Voilà. Alors, vous l'avez dit aussi, vous avez évoqué que le média se digitalisait, qu'il s'était digitalisé notamment durant la dernière décennie. Ça veut dire qu'il y a des points d'écoute qui sont beaucoup plus nombreux que par le passé. Bon, voilà, l'optimiste, il est aussi… Oui, parce que finalement, on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui se développe, finalement, le média qui s'adapte le plus rapidement et qui l'embrasse, c'est la radio. On a été pionnier, le groupe Énergie, sur le lancement des web radios. On parle de l'audio digital, on parle du podcast, on parle du DAB+, on parle de l'IP. Et donc, aujourd'hui, pratiquement, je dirais qu'il n'y a aucune technologie qui résiste aux médias radio. Et c'est celui qui, aujourd'hui, a été toujours à la pointe de ces développements et a accompagné, parce que ça lui fait des points d'écoute supplémentaires. Et les derniers développements avec les enceintes connectées, qui permettent en réalité de se dire on retrouve un peu un transistor comme avant dans chaque point de la maison. Et pour lancer la radio, la voix et le clic, puisqu'il suffit de lui dire joue énergie et hop, vous avez énergie. Voilà. Et je fais un petit clin d'œil à Radio Player. Ouais. On parlera fort probablement. Hervé Gottschall, du haut de la tour Mirabeau, me semble-t-il. Hein, c'est le siège de l'Arcom, hein, c'est ça, hein. Oui, mais c'est un poste d'observation. Hein, c'est pas, on n'est pas les sages sur la montagne, loin de tout. Non, hein, mais vous l'avez dit, c'est un poste d'observation. Du terrain. Ouais, c'est idéal pour observer l'évolution des choses. Mais je trouve que le propos introductif de Mariam Salehi était tout à fait, a très très bien lancé le débat et a fait le tour des questions qui se posent aujourd'hui. Si on les reprend un petit peu dans l'ordre où ils ont été présentés, d'abord oui, effectivement, la bonne santé de la radio, même si effectivement on voit bien les difficultés que le secteur de la radio peut rencontrer, mais qui ne sont pas une fatalité. Je pense qu'on parlera de l'avenir de la radio et ça a déjà été un petit peu touché du doigt avec les nouveaux modes de diffusion, la radio numérique, que ce soit le DAB+, que ce soit l'IP, les podcasts, où là aussi je pense qu'on en parlera parce que c'est vraiment une belle occasion pour la radio d'aller chercher des ressources d'audience. C'est vrai que la radio est aujourd'hui dans un environnement numérique avec des usages très différents et que je vois bien, enfin j'entends bien le propos de Mariam sur la régulation. C'est vrai que la régulation est contraignante pour les radios, en même temps c'est un peu normal puisque c'est, on va dire, le contrepoint au fait que, je vous rappelle que l'Arcom est affectataire de fréquences, que les fréquences qui sont, les autorisations sur les fréquences sont attribuées gratuitement aux médias en échange d'un certain nombre d'engagements qui sont à respecter, dont effectivement les quotas de chansons francophones que, Mariam l'a rappelé, personne n'a envie de remettre en cause, mais on sait que c'est une grande complexité pour les radios pour les mettre en place. C'est pour ça qu'on a beaucoup avancé ces derniers mois et qu'on est arrivé à une délibération qui, pour les points qui sont à la main, on va dire, de l'Arcom, on a assoupli les règles en matière d'heures d'écoute significative, de définition des nouveaux talents et de périodicité du contrôle. Peut-être qu'il reste des choses à faire. C'est peut-être un peu tôt pour en parler, d'autant qu'on a un recours devant le Conseil d'État de la part du syndicat national des éditeurs phonographiques. Juste pour rappeler qu'effectivement, ça ne concerne pas que les radios et que ça concerne aussi l'industrie musicale avec lesquelles on doit être en dialogue. Néanmoins, il y a une asymétrie constatée, particulièrement pour les radios musicales, avec les plateformes de streaming musical où Mariam avait raison de rappeler que les radios sont dans un univers assez contraint d'un point de vue réglementaire, alors que les plateformes de streaming musical n'ont absolument aucune contrainte et en tout cas ne sont pas dans le champ de la régulation de l'Arcom. Donc, il faut effectivement essayer de faire en sorte d'araser ces asymétries, comme on l'a fait et on est en train de le faire pour les plateformes de vidéo à la demande par abonnement par rapport à la télévision. Il faut chercher des voies en ce qui concerne les plateformes de streaming musical et les radios musicales. Résorber les asymétries, ça peut être effectivement desserrer un peu les contraintes réglementaires comme le suggérait Mariam, ça peut être aussi, à un moment peut-être, de rentrer dans un dialogue avec les plateformes de vidéo, des plateformes de streaming musical et réfléchir à la possibilité de les faire peut-être un jour rentrer dans le champ de la régulation. Ça, c'est évidemment à la main du législateur et de la représentation nationale, mais on peut se poser la question,
Les plateformes de vidéo à la demande par abonnement ont des contraintes, alors des contraintes de financement, etc. Là, il n'est pas question de ça, mais elles ont aussi des contraintes de mise en avant de contenu d'expression européenne. Bon, on peut imaginer le même genre de choses pour les plateformes de streaming musical avec la mise en avant de titres français, par exemple. Christophe Schalk, est-ce que vous êtes un président optimiste? Un jeune président optimiste. Évidemment, parce que on le disait tout à l'heure, évidemment, le monde change en général et le nôtre en particulier, mais vite. Mais quel est le monde aujourd'hui qui n'est pas affecté par l'avènement du digital depuis une vingtaine d'années? Donc nous, on est évidemment soumis à ça. On en a plutôt été préservé peut-être depuis 95-96. Depuis 5-6 ans, on est obligé de réagir, mais je trouve ça plutôt enthousiasmant. Et nos stations ont souvent ont été créées il y a une quarantaine d'années. Évidemment, le modèle qui a valu aujourd'hui est bousculé, mais adaptons-nous, bien sûr. Donc oui, je pense qu'il y a lieu d'être optimiste. Et je crois que quel que soit le métier qu'on fasse aujourd'hui, il y a un maître mot, c'est l'agilité. Et par définition, nos structures sont agiles. Ouais, Charles-Emmanuel Bon, pour Lagardère, comment vous avez vu évoluer la radio ces dernières années? Qu'est-ce que vous en attendez vous qui êtes, si j'ose dire, permettez-moi l'expression, un vieux de la vieille, ça fait longtemps que vous êtes dans le circuit. C'est gentil. Je suis peut-être celui qui a les cheveux les plus blancs, effectivement. Il y a match. Mais en tout cas, votre expérience, je parlais de votre expérience, bien entendu. Mariam, vous avez généré, travaillé avec parfois de l'abnégation, du courage durant ces dernières années. Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Mariam parlait de l'adaptabilité du média radio. Je crois que ça, c'est vraiment important. C'est vrai que c'est un média qui sait se remettre en question. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de difficultés ou de challenges qu'il ne faut pas tellement voir, qu'on peut aussi voir comme des opportunités. Et je pense que ça, notamment par exemple l'arrivée du podcast. Ouais, par exemple, Charles-Emmanuel, si je vous demande le top 3 des challenges pour la prochaine décennie, qu'est-ce que vous me dites? Numéro 1. Alors, je pense que la radio doit un peu se réinventer, notamment, moi je parle surtout des radios aussi généralistes comme Europe 1, autour du récit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une concurrence qui est très forte avec les podcasts. Et donc, il faut que la radio, elle conserve à la fois son ADN du direct, mais en même temps qu'elle sache adapter ses programmes sur un horizon de temps qui peut être différent. Par exemple, un podcast comme Ondelat est disponible avant la diffusion à l'antenne. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une question de se reposer la question du flux et du direct, donc, notamment dans le réseau. Conserver son ADN. 2, selon vous. Le deuxième challenge qu'il faut... je pense que le deuxième challenge, il est sur la diffusion, c'est-à-dire que la radio a toujours été un média d'ubiquité, il était disponible partout, il doit rester disponible partout, et ça c'est un vrai challenge, c'est-à-dire qu'il faut que, on parlait de régulation des plateformes, il faut que la radio elle soit présente partout, elle a toujours été présente partout, il y a ça dépend des foyers, mais en tout cas, il y a plus de 6 postes de radio par foyer, donc la radio elle est partout, il faut qu'elle continue à être partout, et notamment qu'elle puisse être disponible dans les plateformes. Ouais, le troisième et dernier défi pour vous, et on en aura terminé avec ce top 3. Alors le troisième défi, là, je pense qu'effectivement, c'est aussi un défi de réglementation, c'est-à-dire d'avoir on va dire une ligne de départ qui soit la même pour tout le monde. Aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes, à la fois sur la musique, on en a parlé, mais on peut parler aussi des temps de parole pour ce qui est des radios généralistes. On a beaucoup de contraintes qui ne s'appliquent pas à nos concurrents, qui soient des podcasts, qui soient des plateformes, et je pense que d'avoir une ligne de départ qui soit la même pour tout le monde, c'est important. Eh bien, on va voir si les préoccupations qui sont les vôtres sont identiques aux préoccupations des radios associatives françaises. Alors, Christophe Betbédé, vous êtes le délégué général du SNRL. Il y a combien de radios qui évoluent au sein de cette organisation syndicale? Oui, c'est ça, syndicat d'employeurs, 350 à peu près membres. Vous avez un sur petit accent, 720. vous venez du sud, c'est ça? Sud-ouest? Oui, mais je viens du nord du Pays Basque. Mais du sud de la France, ouais. C'est des nuances importantes. Est-ce que vous avez les mêmes défis que Charles-Emmanuel Bon de Lagardère? Alors, mais déjà, je voulais rebondir. Vous avez posé la question à M. Schalk s'il était optimiste par rapport à l'avenir. Je voulais juste partager une petite anecdote. J'étais il y a 3 semaines à Barcelone, à l'invitation des médias publics catalans, qui voulaient une présentation du modèle de l'écosystème radio en France. Alors, j'ai très modestement déjà présenté celui des radios associatives. Tout ça pour dire que le modèle français est vu comme un modèle ailleurs. C'est-à-dire au niveau de l'écosystème, de la régulation des fréquences, des modèles économiques, de la diversité des acteurs radio,
qui n'existe pas ailleurs, et notamment en Espagne, où il se pose la question avec la refonte de la loi audiovisuelle espagnole, et ensuite là-bas, par communauté Donc c'est pour ça que autonome. vous êtes optimiste alors? Parce qu'on a Oui, un paysage parce que- radiophonique unique au monde, un régulateur. Ben, quelque part, oui. La fameuse exception culturelle française, elle est encore vue ailleurs. Donc, Ouais. toutes les questions et les débats qu'on se pose ici, mais comme ils sont vus comme modèle ailleurs, ben, je reste optimiste, Bon. notamment pour le média radio. Bon, Voilà. je veux quand même vous demander quel est votre top 3 des défis à relever Ouais, non, là, c'est- la là, c'est prochaine compliqué. décennie. C'est compliqué ça? Ben, au niveau des radios associatives, peut-être un des défis, alors là je vais aller plutôt sur du terre-à-terre, mais c'est sur la pérennité des structures. Le modèle des radios c'est un vrai associatives, voilà, un vrai défi. c'est porté, donc c'est des associations, loi 1901, des radios qui existent depuis 40 ans ou plus, et donc qui sont confrontées notamment à la transmission des savoirs, à la transmission des projets eux-mêmes et à la redéfinition de ces projets. Ouais. Et tout ça dans ce contexte de recomposition du monde des médias, mais de recomposition aussi de l'engagement associatif. Je vais vous dire, Christophe, moi j'ai l'impression que d'entendre parler de ce sujet depuis des décennies. À chaque décennie, il y a toujours ces difficultés pour les radios associatives d'être là l'année suivante, à l'exercice suivant, et d'être là dans la prochaine, enfin dans la décennie suivante. Ça a toujours été une sorte de serpent de mer. Tout à fait, c'est un fil rouge, Ouais, c'est un sans fil doute. rouge. Et la preuve qu'ils reviennent, c'est peut-être qu'on a su s'adapter. Je crois qu'il a parlé d'adaptabilité. Ouais. C'est exactement le cas des radios associatives. Donc, un des deuxièmes défis, c'est de continuer d'avoir cette capacité-là. Ouais. Bon. Joël Renès, vous êtes passé par Radio France, vous êtes aujourd'hui dans le monde du podcast. Comment vous avez vu ces dernières années évoluer le marché? Et puis, pourquoi le podcast d'abord? C'est-à-dire que vous y voyez là une sorte d'Eldorado, par exemple? Alors, bon, si seulement. En tout cas, ça ferait plaisir à mes investisseurs. Non, moi, peut-être, je vais jouer le rôle de celui qui va péter l'ambiance, et peut-être que, du coup, vous ne me réinviterez pas. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus... je suis ravi de voir ce concert d'optimisme. Je trouve ça très bien, et il vaut mieux... mais il y a quand même un petit côté méthode couée. Quand même, la radio, elle ne va pas bien, de manière générale, comme l'ensemble des médias d'héritage. Moi, si vous voulez, je suis un homme blond de 50 ans, je suis un peu à l'image des gens dans la salle et de manière générale, donc ça veut dire les gens de l'industrie qui sont là, qui dirigent cette industrie, et aussi, je pense, qu'ils écoutent. Et il y a un problème, en fait, de renouvellement, de diversité. Et si vous prenez l'étude que fait le ministère de la Culture tous les 10 ans sur les consommations des loisirs culturels des Français, tous les 10 ans, ils regardent une génération, ce qui se passe d'une génération à l'autre. La génération des gens qui avaient 40 ans, donc ils sont des jeunes par rapport aux gens ici, donc ils consommaient 78% de radio quotidienne. La génération de ma fille qui a 18 ans, c'est 35%. Donc on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien de dire on est résilient, c'est super, on s'est renouvelé, etc. Mais il faut quand même faire face à ses propres problèmes. Le problème, c'est que, on le sait, vous et moi, le DAB, c'est 10 ans trop tard. Donc en fait, maintenant, on court derrière le train et ça va être compliqué de le rattraper. Et pendant ce temps-là, c'est des offres qui ne se sont pas renouvelées, c'est un média, c'est une industrie qui n'a pas été attractive, c'est des talents qui ne sont pas venus, c'est effectivement, quelque part, on le paye tous. Et moi, sur le podcast, je suis loin de tenir le refrain, de dire, voilà, on est les ubérisateurs, on arrive, on est les startups, on va faire des nouveaux programmes avec des jeunes. Nous, en fait, quelque part, si je devais faire passer un message, c'est que le linéaire et le non-linéaire doivent travailler ensemble parce qu'on a les mêmes intérêts. Et les intérêts, c'est quoi? C'est renouveler l'offre. Donc, ça veut dire aussi travailler ensemble. Par exemple, il y a un sujet, c'est-à-dire que moi, je fais de la production déléguée pour la radio-télévision suisse, pour la BBC, mais j'en fais pas pour Radio France, par exemple. On pourrait travailler. Nous, on est capable de produire des contenus et les fournir à des radios. Ça, on touche des talents. On travaille avec des gens, on travaille avec des auteurs, des autrices, des journalistes, des gens qui ne sont pas forcément dans les radios, et qu'effectivement, on pourrait faire des choses ensemble. Deuxièmement, on a une question de financement aussi de la création des contenus. C'est-à-dire que le podcast, c'est le seul secteur culturel qui ne bénéficie pas d'aide à la création d'aucune manière. Donc, c'est-à-dire l'édition, vous avez de l'aide. Les youtubeurs aujourd'hui ont des aides du CNC. Vous avez la musique, enfin, vous avez des aides partout, sauf effectivement dans le podcast. Donc, on finance 100% aujourd'hui des offres qu'on propose à notre public. Et après, on a un front commun ensemble, et notamment linéaire, non linéaire. Et ça a été cité tout à l'heure par Myriam Salahi, c'est la question des plateformes et des rapports avec les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, si
on fait pas face au problème. 2, qu'on travaille pas ensemble. En fait, dans 10 ans, c'est Spotify qui décidera ce que les Français vont écouter et qu'est-ce qu'ils produisent. Moi, je m'entends très bien aujourd'hui avec Spotify dans la production des contenus originaux. Ils m'achètent des contenus, on les distribue, mais c'est un rapport qui est dissymétrique, qui n'est pas régulé. C'est un rapport, c'est selon leur bon vouloir. Ils m'envoient des contrats en anglais, en fait, où ils prennent tous les droits. Ils participent pas à la gestion collective, ils ne payent pas la SACEM, ils ne payent pas la SACD, ils ne payent pas la SCAM, alors que tous les éditeurs radio la payent. Donc, c'est vrai que quelque part, là, on n'est pas dans un système de marché qui est effectivement, je trouve, équitable. Et c'est vrai que on a tendance à sous-estimer l'intérêt qu'on pourrait avoir à travailler ensemble et à faire face aux problèmes ensemble. Voilà, sur de multiples aspects. Donc, je dirais, pour conclure, je dis pas, si vous voulez, je dis juste, on va dire, prenons conscience qu'on a les mêmes intérêts. Et effectivement, le podcast, on peut amener des choses. Nous, notre intérêt, c'est qu'il y ait des paires d'oreilles pour écouter des contenus audio. Que les gens n'aillent pas sur Netflix, parce que nos concurrents, c'est pas Radio France, c'est pas Europe 1. Nos concurrents, c'est Instagram, c'est Netflix ou c'est Disney+. Et je pense que tout le monde a le même problème dans le temps qui est passé. Et le son, qu'il soit linéaire ou non linéaire, il est encore très performant à des moments de la journée. Il est plus performant que les autres quand on se déplace, quand pour des contenus pour les enfants, parce que l'écran est effectivement un danger, ou il est perçu comme une menace, quand on fait des tâches domestiques. C'est un moment en fait où le son, il reste performant et il reste effectivement très compétitif. Et je pense qu'il faut qu'on en ait conscience ensemble. Ouais. Mariam Sali, c'est un vrai défi d'aller chercher ce jeune public. Alors, écoutez, c'est d'abord pour un média qui se porte mal, il y a 42 millions de Français de 13 ans et plus qui l'écoutent. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient se porter mal comme ça. 8 Français sur 10. 8 Français sur 10 l'écoutent. Donc, effectivement, ça fait quand même un peu bien de rappeler, il faut quand même un petit peu remettre l'église dans le centre du village. En ce qui concerne les jeunes reviennent sur l'écoute du média radio, ça c'est évident. C'est là où je dois souligner, et j'en profite aussi pour remercier l'ARCOM qui a apporté beaucoup de souplesse dans la régulation, mais dans la limite de ce que l'ARCOM pouvait faire. C'est-à-dire que malheureusement, l'ARCOM a des moyens d'action et ces moyens d'action les a déployés. Et comme Hervé Gaucho l'a rappelé, on a quand même un recours du SNEP dont on sait que les capitalisations boursières des majors de la musique, j'ai du mal à compter les zéros. C'est vrai que c'est un secteur qui va mal et qu'ils ont besoin d'être fortement soutenus. C'était une boutade, bien sûr. Donc c'est aussi aux législateurs, finalement. Ben oui, parce que quand je disais, j'envie votre acronyme en disant que oui, ben les radios libres, et quand je disais qu'il fallait que les radios soient libres, si on avait la possibilité de la maîtrise éditoriale de nos contenus musicaux, puisque quand même on doit, dans les heures significatives, diffuser 40% de chansons d'expression francophone, je pense qu'on fait quand même un peu figure d'exception culturelle, parce que moi j'entends que le modèle il est formidable et que tout le monde l'analyse, mais en attendant, il n'y a aucun pays qui l'a reproduit. Il y a quand même une question qui se pose. Donc ce modèle extraordinaire de quotas, de régulation, de surquotas, de surrégulation, tout le monde dit on est extraordinaire en France, extraordinaire ce que l'on fait, mais alors c'est marrant, il n'y a aucun pays qui le reproduit. Ouais. Donc il faudrait quand même apporter de la souplesse, parce que c'est pas en allant mettre de la contrainte sur les autres que vous allez régler le problème. Parce que de toute façon, ils auront toujours des moyens beaucoup plus immenses que les nôtres. Et les contraintes que l'on pourra mettre, on va faire semblant de dire « Waouh, génial, on a réussi à leur mettre ce quota pour eux, enfin même pas peur. Ouais. » Alors que nous, ce sont de véritables contraintes. Donc le sujet, c'est au contraire apporter de l'assouplissement, donner de l'oxygène, libérer les radios, mais surtout pas de rajouter des contraintes aux autres et pas de la production indépendante, si c'est ça que vous vouliez dire. Christophe Schalk, je vous ai vu acquiescer à de nombreuses reprises en écoutant Mariam Sali. Quels sont les prochains défis pour vous? Que représentent ces défis quand on est aux commandes d'une radio dite indépendante? C'est une locale commerciale privée, dont certaines brillent d'ailleurs fortement par leur audience. Alors, les radios que nous regroupons sont des radios locales, des radios régionales ou des radios thématiques qui ont parfois des zones de diffusion plus vastes. Donc, on est face à une communauté un peu polymorphe, mais ça nous va bien. Mais néanmoins, les défis sont similaires, que l'on soit
au fin fond de la Lozère ou à Lyon, par exemple. Je ne pense pas que les défis soient totalement les mêmes. Ce qui nous nourrit, nous, en radio de proximité, c'est précisément le fait que le consommé local, qui nous caractérise depuis 40 ans, soit redevenu tendance depuis 2 ans. Donc, on en profite et on surfe sur cette vague-là. Les radios thématiques ont une couverture plus large et ont évidemment d'autres préoccupations en termes de contenu, de programme. Mais globalement, encore une fois, on peut faire preuve d'optimisme et de vigilance néanmoins. Et donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut qu'on soit particulièrement actif. Et c'est le rôle Oui, la maîtrise des flux, pardonnez-moi. La maîtrise des flux est évidemment l'un des sujets. Alors, il ne vous aura peut-être pas échappé qu'on a attendu la tenue de ce salon pour annoncer nos fiançailles au sein d'une association qui s'appelle Ensemble pour le DAB+, avec nos cousins du BDR. Donc, on va promouvoir le mode de diffusion qu'est le DAB+, en France, avec des moyens publics qui nous seront mis à disposition, et puis nos propres moyens, et l'ARCOM nous y incitait depuis un certain laps de temps. Donc, ça, c'est maintenant, pardonnez-moi, parce que c'est une information importante. C'est maintenant, on a signé avant-hier, donc on est en fiançailles qui se concrétise et ça nous va bien, encore une fois, de défendre, puisque la question portait sur la maîtrise de nos flux. Évidemment que le DAB+, peut être l'un des vecteurs qui nous permettent demain de maîtriser nos flux. On ne veut évidemment pas dépendre des FAI. Ouais. Donc, il faut qu'on soit souverain. Est-ce que vous êtes en capacité, justement, d'affronter souvent des chocs violents, d'affronter les GAFAM ou les GAFA, vous choisissez l'appellation qui convient le mieux? En matière de quoi? De diffusion, de contenu? Par exemple, oui. En matière... Encore une fois, soit on se dit la vie était plus simple et mieux avant, ou alors on s'adapte. Et moi, je suis vraiment, sincèrement, au fond de moi, partisan du fait qu'il faille aujourd'hui évoluer. Ouais. Donc, les GAFAM existent. Cette juste rémunération. Alors, il y a plein de questions dans votre question. Oui, c'est ça. Mais il y a plein de choses à dire, le sujet est passionnant. Non, ce qui est certain, c'est que nous, on ne veut pas dépendre des GAFA pour ce qui est de notre diffusion. Donc, on se réunit au sein de l'association dont je parlais. On est parmi les créateurs de Radio Player. On est en train de travailler avec les constructeurs automobiles pour qu'on continue demain à techniquement pouvoir recevoir la radio en voiture. C'est quand même très, très important. Puis après, en matière de rémunération équitable, puisque c'était l'autre volet de votre question, évidemment qu'il n'est pas question pour nous de continuer à produire des contenus qui seront après agrégés par des concurrents commerciaux que sont les GAFA. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Évidemment, servez-vous de nos contenus, mais il faut que nous travaillions sur la rémunération de ceux-ci. Il y a un certain nombre de pistes. La vocation du syndicat, c'est précisément de les défendre. Je pense aux droits voisins, je pense à la licence qui peut être attribuée aux médias audiovisuels locaux, par exemple. Enfin voilà, il y a des solutions à ces problèmes qui en sont réellement. Mais encore une fois, ne noircissons pas le tableau, vraiment pas. Est-ce que les radios associatives que vous représentez, cher ami, sont en capacité de se défendre face aux GAFA ou entament-elles un processus pour se réunir entre elles et réussir ce défi? Je ne me sens pas forcément très inspiré sur ce coup-là. Non, je cherche quel angle prendre. Ouais. Autrement dit, est-ce que c'est un sujet de conversation quand vous vous réunissez ou pas du tout? Oui, non. Je dirais pas en direct, dans le sens où on subirait les contre-coups que l'impact que pourraient avoir les GAFA sur les autres catégories de radio, par exemple. Voilà. Ouais. Donc, ça peut avoir des impacts sur nos propres radios ou notre propre écosystème, voilà, qui se base sur la loi donc, de 86, qui nous donne une mission de communication sociale de proximité. Donc, dans ce cadre, parce que tout à l'heure, effectivement, je parlais donc des Catalans qui ont voulu voir le modèle. Alors, ils regardent les bons côtés et les mauvais côtés, dont notamment cette question des quotas qui a été très discutée. Voilà. Mais une radio libre, enfin, la liberté pour exister, il faut qu'elle ait un cadre. Voilà. Donc, pour revenir au GAFA, en direct, nos radios sont des radios de territoire, de communauté. Les GAFA touchent ces communautés, mais ne les impactent pas forcément par rapport à nos programmes à nous. Par contre, l'impact que peut avoir l'arrivée des GAFA sur le marché publicitaire ou autre, sur les autres écosystèmes des radios, peuvent ensuite avoir des répercussions sur notre propre écosystème. Et vous, votre cheval de bataille, apparemment, quand je vous écoute, n'a pas changé, c'est la diversité, c'est défendre cette diversité culturelle, finalement, aux quatre coins de France. C'est un peu ça, votre leitmotiv. Oui, disons que ces radios portent la diversité par le fait que chacune, par leur propre présence et programme, est une marque de cette diversité. Ouais. Donc, tant que le cadre le permet, et permet à ces radios de s'exprimer. Voilà. Hervé Gaucho, il y a quelques 650 radios de catégorie A. Est-ce que ça va être difficile pour elles de faire face à toutes ces évolutions qui arrivent, qui se bousculent très rapidement?
Oui, alors en même temps, on est là et le fonds de soutien à l'expression radiophonique est également là. Et puis les collectivités locales sont là pour aider à ce que le modèle économique des associatives résiste effectivement à tous ces enjeux. C'est important de rappeler quand même que pour l'ARCOM, et puis je pense pour tous, les radios associatives, c'est extrêmement important parce qu'elles sont souvent dans des zones géographiques où parfois elles sont les seules à permettre un accès aux médias pour les gens. Donc il y a une proximité qui est importante. Puis elles sont aussi un peu les héritières des radios libres, justement. Donc on fait tout pour ça, mais je trouve que dans l'ensemble du secteur de la radio s'adapte, et les radios associatives aussi, elles sont quand même très vivaces dans leur manière d'investir le numérique, dans leur manière d'être présentes avec des applications, dans leur manière d'investir les podcasts, etc. Donc je suis pas d'une grande inquiétude. Et je voudrais revenir sur le propos de Joël pour dire que justement, moi je ne partage pas le constat, pas du tout, mais en revanche, je partage les conclusions. Je ne partage pas le constat parce qu'effectivement, je pense que la radio, il ne faut pas qu'il y ait un effet loupe par rapport aux plateformes de vidéo à demande par abonnement, aux plateformes de streaming musical, au numérique dans son ensemble. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec l'audience des médias linéaires, la télévision, la radio. Ça reste quand même les modes de consommation des médias les plus importants. Mariam l'a rappelé, plus de 40 millions d'auditeurs quotidiens pour la radio, 44 millions pour la télévision. Il ne faut pas non plus mettre des lunettes avec des verres pour myopes un peu trop forts. Moi qui suis myope, j'insiste sur le sujet. Donc, je pense que quand on a 1000 radios, qu'on a un paysage radiophonique unique au monde et qu'on a 40 millions d'auditeurs, il n'y a pas péril dans la demeure, même si, évidemment, il ne s'agit pas du tout de nier les difficultés. Et je pense que la radio fait aujourd'hui ce qu'elle a toujours fait, finalement, depuis 100 ans, c'est s'adapter à son environnement, et c'est ce qu'elle fait. Et là, j'en arrive un peu au top 3 que vous proposiez. Je veux bien votre top 3. Et c'est là que je rejoins pour le coup les conclusions de Joël. Oui, je pense que les podcasts, c'est vraiment un relais de croissance et d'audience pour les radios. C'est une manière d'aller conquérir aussi justement des gens qui soit n'écoutent pas la radio, on pense aux plus jeunes, soit s'en sont détournés parce que ils préfèrent aller vers une forme de radio à la demande. Il ne faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, il y a à peu près 8 podcasts sur 10 viennent de la radio, soit en podcast natif, soit en replay, en rattrapage. Où et quand on veut. Où et quand on veut, et que puis ça correspond aux usages, donc c'est très bien. Et les radios investissent ça, et on voit que ça marche très bien. On a quand même 18 millions de personnes qui écoutent régulièrement des podcasts. Au mois d'avril, il y a eu 150 millions de podcasts en France qui ont été écoutés ou téléchargés, donc on voit qu'il y a une vraie dynamique. Ça augmente de 20% tous les ans. Voilà. Après, il y a un modèle économique à trouver, on est bien d'accord. Et donc ça, c'est un vrai relais de croissance pour la radio. Top 1. Top 2, les contenus, parce que là aussi, je rejoins Joël, je pense que dans un environnement très évolutif, il faut que plus que jamais, les radios se posent la question de se dire, mais qu'est-ce que je vais donner comme bonne raison aux gens de se dire, tiens, voilà, j'ai un peu de temps devant moi, je vais allumer le poste de radio plutôt que d'allumer la télé ou mon ordi ou ma tablette ou mon smartphone. Et c'est vraiment plus que jamais le moment de se poser ces questions-là. Il y a peut-être des modèles de programmes de radio qui sont à revoir, qui sont à faire évoluer, qui sont à inventer, des modèles hybrides justement, programmes radio linéaire, podcast. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. C'est le top 2. Et ensuite, le top 3, c'est celui qu'on a évoqué, c'est l'évolution par rapport à l'accès aux médias radio, au mode de diffusion. Et c'est là qu'on revient sur le déploiement de la radio numérique terrestre avec le DAB+, avec la création de l'association pour sa promotion, qui est une excellente nouvelle. Et puis, l'accès aux médias via Internet avec l'écoute en IP, les applis, l'agrégateur, le Radio Player France, qui est quand même une belle réussite aussi. Voilà, je pense que c'est avec ces trois, ce trépied, contenu, délinéarisation et accès aux médias linéaires via des modes numériques d'aujourd'hui, avec un son numérique. Pour moi, ça, c'est le trépied gagnant de la radio d'aujourd'hui et de demain.
Peut-être, pour ajouter, sans revenir sur les questions stratégiques, puisque vous avez fait une synthèse, un compromis habile donc dans cette table ronde, juste peut-être rappeler que il y a des choses qui rapprochent le podcast et la radio et des choses qui les opposent, ou qui les différencient, on va dire. Ce qui les rapproche, c'est effectivement, dans tous les cas, c'est qu'on est de plus en plus écouté avec les mêmes dispositifs, notamment un téléphone mobile avec un casque, etc. Ce qui veut dire que dans cette bataille-là, on a les mêmes intérêts pour faire en sorte que le marché se renouvelle. Et comme nous, d'ailleurs, dans les podcasts, même si d'un point de vue nominal, on pèse moins en part d'oreille que la radio, en fait, on amène un autre type de population qui, du coup, prend l'habitude d'écouter du contenu sonore. Il y a une bataille qu'on peut mener ensemble, c'est aussi celle, parce que c'était le terme là, de la table ronde, c'est celle notamment du travail sur la qualité sonore, des normes de compression, de peut-être aussi investir sur des contenus en son spatial, en Atmos, Dolby, en binaural, etc. Parce que c'est aussi un moyen de créer des nouvelles esthétiques, des nouvelles narrations et d'amener les gens à s'intéresser aussi sur ces contenus-là. Ce qui nous différencie, c'est aussi le fait que le podcast, c'est majoritairement du contenu de stock, c'est-à-dire du contenu de création, du documentaire scripté, des contenus narratifs, fiction, documentaire, de la conversation, là où la radio est majoritairement, en termes de volume d'heures, plutôt du flux. En tout cas, indépendamment des programmes de service public, notamment de France Culture, etc. Et donc, là, il arrive qu'effectivement, on n'ait pas forcément les mêmes usages, mais du coup, c'est bien parce qu'on peut être complémentaires. C'est des fonctions qui peuvent évidemment tout à fait se compléter. C'est des moments différents de la journée, c'est des types de réception différents. Ouais. Juste, pardon, je voudrais préciser, il ne faut quand même pas oublier ce qu'est la radio avant tout. La radio, c'est du direct, c'est de l'humain. C'est ça l'ADN de la radio, c'est ce que les Américains appellent le companionship. Et les gens écoutent la radio, les 42 milieux, ils écoutent la radio parce que c'est le direct. Et c'est pas du flux, c'est du direct, c'est du live. C'est ça que les gens viennent rechercher. C'est quand vous êtes seul dans votre voiture et que vous écoutez la radio, vous avez l'impression que vous avez un ami qui est assis sur le siège passager. Quand vous êtes dans votre cuisine et que vous êtes en train de faire la cuisine, vous avez l'impression que c'est votre compagnon qui vous parle. Et c'est ça qui fait le caractère unique et irremplaçable de la radio. Et tous les autres modes sont très bien, je ne veux pas les dénigrer, mais ce n'est pas de la radio. Ouais. C'est du surgelé, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de la radio. Donc c'est votre défi, ça. Ce n'est pas une question de défi, il faut parler… la radio, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, vous et moi. Ouais. C'est le fait de pouvoir répondre à vos interrogations, c'est le fait de pouvoir échanger éventuellement avec la salle, c'est l'humain. Et ça, c'est irremplaçable. Enfin, on disait Amazon, c'est pas de la télé, puis ils ont Roland Garros et ils battent France Télé à plat de couture. On vous parle pas mais on n'est pas en train de vous parler du direct, on est en train de parler de programmes qui sont enregistrés et diffusés. Il se trouve qu'on a de la télévision, je sais un peu de quoi je parle. Mais l'humain, quand vous prenez un auditeur qui va vous poser une question, vous savez pas ce que vous allez dire. Quand vous allez faire les émissions du soir, quand les gens interagissent sur des matchs de foot, etc. Ça, c'est pas prévisible. C'est de l'humain, c'est de l'direct. C'est ça l'ADN de la radio. Ça ne changera jamais. Et c'est pour ça qu'il y a plus de 42 millions de personnes qui nous écoutent. Oui, je pense que c'est important vraiment d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de la délinéarisation à la place du linéaire. C'est vraiment l'un plus l'autre, l'un à l'appui de l'autre. Voilà. C'est clair que la radio, c'est d'abord le direct et c'est son socle, mais de la même manière que la télévision continue de rencontrer ses plus gros succès de manière linéaire. Et puis après, il y a effectivement la délinéarisation. C'est un plus. Ouais. Elsie Russi, vous travaillez donc, comme je l'ai dit en préambule, même du pôle au pôle labo formation du Clémy. C'est pas facile comme dénomination, mais j'explique un petit peu ce que c'est. Mais alors vraiment succinctement, voyez-vous, rapidement, en quelques secondes. Eh bien, en quelques secondes. Je suis responsable de la formation et au Clémy. Donc le Clémy, c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Ouais. C'est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale qui est en charge de l'éducation aux médias et à l'information. Donc vous formez des jeunes à fabriquer de la radio. Exactement, pas que, mais aussi, oui, ça en fait partie, en tout cas à l'écouter. Et à la produire. Est-ce qu'indirectement, on peut dire que vous éduquez des jeunes à devenir de bons auditeurs? Alors, de bons auditeurs, je n'irai pas jusque-là. C'est fait exprès. En tout cas, des auditeurs critiques, peut-être, avec un esprit critique, et puis surtout des auditeurs conscients de la diversité, peut-être, des productions radio. Alors, on est tous ici très curieux de savoir ce que ces jeunes-là, que vous accompagnez, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils vous disent de la radio d'aujourd'hui, des différentes stations qu'ils écoutent, ou alors ils vous parlent peut-être de certaines plateformes? Dites-nous. Alors évidemment, c'est vrai que pour les plus jeunes, le média radio, c'est souvent des pratiques familiales, c'est-à-dire qu'ils vont écouter les stations ou les directs qu'écoutent leurs parents avec eux, ou dans la voiture pour les différents déplacements, mais eux-mêmes ne sont pas forcément des grands auditeurs de la radio. Voilà, donc c'est vrai que moi je me place plutôt du côté de ces futurs auditeurs, et l'enjeu il est là pour nous, c'est certainement aussi de les familiariser avec ce média, et puis de forger une culture des médias et de l'information à l'école. Est-ce qu'ils sont réceptifs de ce que vous leur dites? Bah oui, bien sûr. Enfin, tous les projets, on appelle ça des classes médias. Il y a d'ailleurs un appel à projet lancé par le ministère. Ça s'appelle un collège, une web radio, c'est ça? C'est ça. C'est une web radio, un par un. D'accord, parfait. Voilà. Donc en fait l'idée, c'est de. Ce qui est sûr, c'est que l'opération est prolongée jusqu'au 30 juin. Tout à fait. Opération prolongée jusqu'au 30 juin. Donc c'est l'idée de mettre en place une web radio dans chaque collège de France, et avec ces dispositifs-là, de proposer un parrainage par une radio, un journaliste, un média. Le Move de Radio France s'est fortement engagé dans cette démarche, une démarche un petit peu différente, s'appelle PodClass. Oui. Alors, c'est pas 18 ou 28 établissements, me semble-t-il, qui suivent cette opération-là. D'ailleurs, les 2 établissements, un collège et un lycée, ont été récompensés hier après-midi. Tout à fait, il y a eu la cérémonie de remise des prix hier à Radio France. Alors, podcast, c'est un petit peu différent, puisque c'est pas dans le cadre de l'appel à projet, c'est vraiment un dispositif monté par Move, qui permet effectivement de faire produire des podcasts à des établissements scolaires qui sont accompagnés sur l'année. C'est quoi les défis, selon vous, en tant qu'auditrice, et puis aussi, surtout, responsable de ce pôle labo-formation au Clémy? Alors, le défi pour moi, c'est évidemment de former les enseignants à l'éducation aux médias, pour faire en sorte que les futurs auditeurs soient aussi des auditeurs avertis et critiques de l'information. Donc, un seul défi. Former des enseignants. Former les enseignants. Voilà, et puis, s'il y en avait qu'un. Des enseignants qui formeront ensuite, j'imagine, des élèves à la pratique radio. Qui fait toujours rêver ou pas? La radio, est-ce que ça fait toujours rêver des tout petits? Ils ont quel âge? Ça va de la maternelle jusqu'au lycée. Il y a des projets qui sont en maternelle. Au collège, il y a des futures grandes voix de la radio, peut-être, que vous rencontrez? Peut-être, en tout cas. C'est souvent un premier contact avec cette production qui est intéressante à l'école aussi. Christophe Schalk, ça retient votre attention, ce renouvellement des auditeurs, savoir si ces jeunes qui ont 14-15 ans aujourd'hui, les gosses qu'on a été hier, seront des auditeurs que l'on est devenus aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais je le dis comme ça. On a compris en tout cas. Non, mais de toute façon, la crainte qu'on a tous exprimée, c'est le fait que précisément la jeune génération se détourne de la radio. Donc évidemment que le challenge numéro 1, c'est de reséduire ces jeunes générations. Pardonnez-moi, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on a réussi à chiffrer ce détournement, si j'ose dire, enfin cette perte d'auditeurs? Est-ce que c'est chiffré? Moi, on reçoit dans la station que je dirige toutes les semaines des écoles d'enseignement supérieur à qui je pose toujours les mêmes questions. Qui parmi vous lit le journal? Alors il y en a 5 qui lèvent la main timidement. Mais la version gratuite ou la version payante? Alors là, évidemment, tout le monde se tasse un peu parce que par définition, elle est toujours gratuite, cette version-là. Et puis, qui parmi vous écoute la radio? Là, il y en a plutôt 8 ou 10. Les jeunes reviennent à la radio à partir du moment où ils gagnent en autonomie, à partir du moment où ils s'occupent d'un véhicule. C'est là qu'il faut qu'on arrive à les saisir à nouveau. Et encore une fois, est-ce que vous pensez que les GAFA vont disparaître demain? Non. Donc, soit on pleurniche, soit on s'adapte. Je pense qu'on est en train de s'adapter. Moi, ma conviction personnelle, c'est que demain, la population qui nous suivra sera pour partie celle qui nous écoutera, celle qui nous suivra sur les réseaux sociaux et qui peut-être ne nous écoutera que peu, mais tout ça peut très bien cohabiter et faire bouillir la marmite qui nous concerne, bien sûr. Les jeunes écoutent beaucoup Énergie, Marianne. Votre cœur de cible. Pas que Énergie, j'imagine. Bien sûr que les jeunes écoutent Énergie, mais parce que, encore une fois, quand vous avez un 15h-20h en direct avec Coé qui prend des auditeurs, qui organise des jeux, qui reçoit des talents de la chanson française ou des talents de la chanson internationale, où les gens peuvent appeler, parler, etc. Mais ça, c'est un moment unique, humain, que n'offre aucun autre média. Et c'est ce qui fait, c'est ça la radio. Alors, c'est un sujet qu'on a abordé très rapidement dans la précédente table ronde de ces assises de la radio, mais la qualité sonore de la FM, et tout le monde en conviendra,
très différente d'une qualité numérique. Tout de même, il se trouve que le jeune public écoute plutôt sur des supports numériques et lorsqu'on le motive, lorsqu'on l'encourage à écouter quelque chose sur un support qui diffuse une source en modulation de fréquence, vous en conviendrez qu'il y a quand même une sacrée différence. Donc, je ne sais pas si ça va l'encourager, le motiver, le pousser à rester sur un flux en FM. Qui veut répondre à cette question? Le DAB+, c'est quand même une réponse à cette question précise. Ouais. On est sur des flux qui, là, ne sont plus analogiques. On se rapproche effectivement de ce que la jeune génération a plutôt l'habitude d'écouter avec ses oreillettes et de façon un peu... Donc, évidemment qu'il faut qu'on s'adapte. C'est l'une des évolutions dont on parlait tout à l'heure, et Charles-Emmanuel avait la bonne formule en parlant d'ubiquité. Il faut évidemment que nos contenus soient disponibles partout et sous toutes les formes, et sous la forme numérique aussi, bien sûr. Charles-Emmanuel, justement. Juste sur le son, c'est vrai que le mot numérique, parce que depuis qu'il y a le CD, on s'est dit l'analogique c'est pas propre et le CD c'est propre. Oui, c'est parce que c'était le vinyle qui était pas propre. C'est pas l'analogique qui n'est pas propre. Au contraire, le son analogique, il a beaucoup plus de richesse que le son numérique. Donc je pense qu'il faut pas confondre les deux. Beaucoup de jeunes, notamment, ont beaucoup été élevés avec du MP3, des sons très compressés. Alors je veux bien qu'on critique la FM, certes qui compresse, mais je suis pas certain que les jeunes disent ouais, c'est génial, le son est pas compressé. Donc effectivement, il faut qu'on adapte la qualité des traitements aux différents supports, parce que effectivement, on ne peut pas faire la même chose avec un son FM analogique et un son numérique. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment pas confondre les dynamiques de traitement avec la notion d'analogique ou de numérique, qui pour moi sont parfaitement étrangère. Enfin, je pense qu'il y a toujours cette espèce de dire le numérique c'est du son super. Non, le numérique c'est de la compression, et la compression, plus vous compressez, moins c'est bon. À qui pensent les jeunes en premier, à la radio ou au podcast aujourd'hui? Je pense pas que les jeunes pensent comme ça. Je pense qu'ils pensent où est-ce que ça se trouve. Donc, qu'est-ce qui est sur TikTok? Qu'est-ce qui est sur Spotify? Qu'est-ce qui est gratuit dans la voiture de papa, maman, ou peut-être dans ma future voiture? Parce que je pense qu'effectivement, il y a un sujet des jeunes qui gagnent en autonomie et qui tout d'un coup se disent bah, tiens, c'est pratique, c'est des informations qui me concernent, qui sont utiles pour mon trajet. Donc, je pense que c'est d'abord la question de l'instrument, plus que de se dire c'est du podcast, une playlist et de la radio, ça peut être des choses, ça dépend de là où on la trouve. Les jeunes pensent d'abord au podcast avant de penser à la radio, ou l'inverse? Non, enfin, moi je suis d'accord avec ce que dit Charles-Emmanuel. Les jeunes, bon, encore une fois, c'est toujours pareil. Oui, c'est un peu sablonneux, on va y mettre les 10-20 ans. On va dire que il s'intéresse en fait à un contenu, et d'ailleurs les logiques numériques d'identification, elles sont multiples, elles sont multicanales. Si vous prenez par exemple le cas de McFly et Carlito, c'est des youtubeurs, le public va les suivre en fait quand ils font des shows à la télé, et également ils ont un podcast sur Spotify, et en fait je dirais que c'est indifférent. Et de la même manière, tout à l'heure vous citiez Koé, c'est un bon exemple. Koé, il a une chaîne YouTube qui est très puissante, et donc il y a des gens qui disent ah ben j'adore Koé, mais ils savent pas forcément identifier à quel endroit, au quel moment et pourquoi. C'est-à-dire qu'ils consomment en fait le contenu dans ce qu'il a dans ses différents channels. Donc je pense que c'est en ça que je dis qu'on est sur le même écosystème. Il y en a qui sont à la demande. Donc nous, on est le podcast, on est du contenu à la demande. C'est-à-dire que on a un type de contenu spécifique, on le fabrique de manière spécifique. C'est-à-dire 100% des gens qui lancent un podcast, en écouteront le début, ce qui n'est pas le cas de la radio où on le prend effectivement en direct à certains moments. C'est d'autres esthétiques, c'est d'autres talents, c'est d'autres formats, c'est donc d'autres publics, c'est d'autres durées. Voilà. Nous, on vient compléter ce panel dans sa dimension non linéaire, dans sa dimension sonore, mais on n'est pas que sonore. On a des versions filmées de nos podcasts. Par exemple, À bientôt de te revoir aujourd'hui, qu'un podcast de Binge Audio est présent sur France TV Slash. Donc, on est plutôt dans une logique de marque de programme et de talent. Et ces talents-là, ils ont des canaux différents et partout où il y a une économie qui est possible. Voilà. Vous faites même des bouquins, me semble-t-il. Oui, on est éditeur. C'est un quart de nos revenus, effectivement. Le cœur sur la table, le couille sur la table, qui est notre podcast phare. C'est 80 000 exemplaires édités par Binge Audio Édition. Donc, c'est vrai que oui, ça vient compléter ce que effectivement, je disais à l'instant. Alors, Christophe Schalk est le président du CIRCIM, il dirige aussi Top Music en Alsace. Et à Top Music, l'Eldorado, c'est aussi le podcast pour vous.
je ne sais pas si on peut parler d'Eldorado, en tout cas, ça nous ouvre des portes. Moi, ce qui m'intéressait en mettant en place une quinzaine de podcasts natifs il y a 3-4 ans déjà, c'était le fait de nous adresser à un public qui ne soit pas forcément notre public auditeur de base. Et donc, quand on parle d'économie, quand on parle de sport, quand on aborde des sujets, on a un podcast phare qui s'appelle Un podcast Éoli, qui fait juste un carton et on raconte une histoire plutôt que papa ou maman le fasse en bordant son gamin le soir. Donc vraiment, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller approcher des publics différents au travers de sujets que là, on pouvait aborder de façon longue, ce qui est le contraire de ce qu'on fait à l'antenne. Est-ce que ça marche? Si vous en avez fait un bilan, déjà en termes d'audience, peut-être de retour aussi, la monétisation aujourd'hui de nos audiences digitales sur le podcast en particulier reste une vraie question. Mais c'est englobé dans notre écosystème global et il n'y a aucune raison pour que demain on mette un terme à ça. Si demain on parvient à monétiser les choses, tant mieux. Je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on soit vigilant avant celui-ci, quoi, vraiment. Mais les annonceurs savent ce qu'est un podcast, j'imagine. Oui. On va évidemment, sur un podcast gourmand, amener facilement un annonceur à co-brander les choses avec nous quand il est producteur régional de produits locaux qui se consomment, bien sûr. Mariam Salehi, comment faire parler de la radio demain pour donner envie à des auditeurs potentiels d'écouter la bande FM ou le DAB+. Alors, pour le coup. Écoutez, déjà, il y a 42 millions qui ont envie. Il faut donc continuer qu'ils aient toujours envie. Pour donner encore plus envie à ce que tout le monde découvre la radio, c'est d'abord effectivement de s'assurer d'être présent partout et être disponible sur tous les vecteurs technologiques que nos auditeurs pourraient utiliser, parce qu'il faut qu'ils puissent nous écouter à tout instant et à tout moment. Il faut continuer à être ce que l'on est et continuer à dire que la radio, c'est le média de l'intimité, c'est le média du direct, c'est le média qui vous surprend. Les autres médias, même quand on parle de l'audio digital, le podcast, on sait exactement qu'est-ce qu'on a téléchargé et qu'est-ce qu'on veut écouter. Ça ne vous surprend pas. Vous avez déjà fait votre choix sur les plateformes. Les algorithmes vous proposent ce que vous aimez déjà. Donc, et la radio vous surprend parce que vous ne savez pas ce que vous allez découvrir. Et la mutualisation des moyens, des compétences, c'est aussi une solution. Radio Player, par exemple, est un exemple. Ça, bien sûr, ça c'est une solution effectivement pour pouvoir maîtriser notre flux digital. Mais la radio, c'est cette capacité unique et non limitée de surprendre. Vous ne savez pas, c'est du direct, c'est votre média, on vous parle à vous, on s'adresse à vous, vous vous appropriez votre radio. Et ça, cette relation unique entre l'auditeur et la radio, elle ne peut pas être dupliquée, elle n'est pas réplicable, elle est unique. Christophe Bedbeder, délégué général du SNRL, comment vous voyez l'avenir ? Alors, pas forcément au Pays Basque, mais avoir une vision plus métropolitaine, si vous en avez la possibilité. Je vais essayer. Avec un point de vue étranger. Non, par contre, il y a la question de l'éducation aux médias qui était évoquée par le PMI. Ça a retenu votre attention, ça? Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Les radios associatives sont très engagées depuis. C'est dans leur ADN, on va dire, depuis leur naissance dans cette question-là. Et vous voulez dire qu'elles accueillent ce qu'on appelle les bénévoles dans les associations, voilà, c'est elles ça ? accueillent des bénévoles, plusieurs accueillent des services civiques qu'elles forment. Elles vont dans les établissements scolaires sur le programme web radio dans les collèges. On a beaucoup communiqué dessus. On a engagé nos radios à s'y intéresser, qu'elles le faisaient déjà, donc je dirais de manière presque naturelle. Mais on va éduquer alors, et pas que les enfants, parce qu'on va dans d'autres structures, qu'elles soient EHPAD ou centres sociaux, etc. Qu'est-ce que c'est un EHPAD ? C'est une maison de retraite, c'est ça ? Une maison de retraite, oui, pardon. Et l'idée à travers ces ateliers, c'est pas tant de vendre nos radios, j'ai envie de dire, mais d'aller éduquer le jeune public, la personne formée, voilà, le jeune public, à ce qu'est la radio et ce qu'est la prise de parole et la responsabilité de parler dans un micro, là, comme on le fait. Voilà. Et ensuite, pour faire le lien avec les autres sujets, c'est que ces jeunes de cette formation, ils en font ce qu'ils en veulent. S'ils veulent avoir une émission à la radio, une chaîne YouTube, être sur TikTok, etc., ils en font ce qu'ils en veulent. Ouais. Voilà. Donc ça, on l'observe beaucoup dans nos radios. Rappelez-nous le nom de votre radio pour laquelle vous avez travaillé. Eskuali Ratiak. D'accord. Qui veut dire quelque chose de particulier ou pas ? Les radios bascophones, radio basque. Ok, non, c'est important de le souligner. Voilà. Ouais. Mais
Elsie, il y a combien pour terminer, en ce qui vous concerne, il y a combien d'établissements scolaires qui accueilleront cette opération, une web radio un par un? Ou un par un, une web radio? En théorie, tous les collèges. Ah, quand même. Voilà. Tous les collèges. Donc, c'est une opération qui est financée, j'imagine? Il y a un budget derrière? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un budget qui a été débloqué pour financer l'achat de matériel pour équiper les établissements en web radio, tous les collèges. Coup d'envoi pour la rentrée de septembre, là. Voilà. Bon, après, il y a déjà un certain nombre de collèges et d'autres établissements qui sont déjà équipés. Je veux dire, c'est pas non plus quelque chose de nouveau. Le Clémy a bientôt 40 ans et la web radio et la radio dans les établissements scolaires, c'est quand même quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Ouais. Bon, Christophe Schalck, pour terminer, mais entre la FM, le DAB, l'IP, vous choisissez, ou alors les trois à la fois peut-être? Pourquoi choisir? Non, mais on ne pourra pas choisir. On a besoin des trois et de ceux peut-être qui arriveront demain encore, évidemment. Il faut qu'on soit multicanaux et on s'y emploie tous, les radios de proximité et celles qui adhèrent au CERTI s'y emploient en tout cas, oui. Bon, très bien. Vous êtes président du CERTI depuis quelques mois, 3 mois, hein, c'est ça? À peu près. Ça y est, vous avez pris vos marques. Parce qu'il y a beaucoup de radios quand même, 170, mais vous êtes surpris en me donnant ce... 170, on a la chance au CERTI, je le dis, parce qu'ils sont là, mais pas que, d'avoir 3 permanents qui sont très actifs et compétents dans leur domaine. Et j'en étais membre déjà depuis très longtemps, mais j'en ai pris conscience depuis 3 mois plus encore. Donc merci pour le boulot que fait toute l'équipe au service de nos adhérents qui nous sollicitent tous les jours. Du travail, il y en aura forcément dans la prochaine décennie, d'après ce qu'on vient d'entendre. On a une bonne douzaine de sujets à partager avec vous, si vous voulez, quant aux vigilances dont il faut qu'on fasse preuve, vraiment. Ah oui, d'accord. Bon. Mariam Salehi, merci beaucoup, bonne journée. Et puis vive la radio alors, parce que vous êtes toujours très engagé dans ce secteur-là, non? Mais vous défendez bec et ongle la notion de radio, l'importance de la radio. Non, mais je vous le dis, c'est ce que j'ai ressenti. Je ne suis pas trompé quand même. Bon, Charles-Emmanuel Bon, bonne journée. Vive la radio. Joël Ronez, bon, vive le podcast alors. Vive l'audio, on peut dire, il n'y a pas de problème. Ouais. D'accord. Bon. Avec autre chose, le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense qu'on arrive tous à peu près au même constat et aux mêmes projections dans l'avenir, ce qui est plutôt très, très positif. Rappelez que le régulateur, l'ARCOM, est vraiment un tiers de confiance, qu'il est là pour être aux côtés du secteur. C'est important de le rappeler. C'est un petit peu aussi l'esprit de ces assises de la radio, que ce soit dans... la bonne santé de la bande FM, dont on a moins parlé, mais qui est quand même très, très importante. Enfin, ça reste quand même le moyen d'accès à la radio principal et il reste très dynamique. Nous, on a fait une feuille de route jusqu'en 2026 pour l'instant et donc ça continue. Le déploiement du DAB, l'accompagnement dans l'écoute en IP, les questions qui ont été évoquées d'asymétrie économique et d'asymétrie de régulation, les quotas, l'évolution économique et numérique du secteur, l'éducation aux médias qui est un point très important dans lequel effectivement on est impliqué notamment sur l'opération des web radios scolaires, très importante. Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que le secteur dans son ensemble est confronté à un environnement concurrentiel que tout le monde a très bien évoqué et que le secteur a tout intérêt à se serrer les coudes, si vous me passez l'expression un peu triviale, à avancer main dans la main. C'était aussi l'esprit de ces assises de la radio, mais maintenant il faut que ça se concrétise, que ça continue au quotidien. C'est pour ça que cette association qui vient de se créer Ensemble pour EDAP+, est très importante parce que c'est toutes les radios ensemble. C'est pour ça que le Radio Player France, c'est très important parce que c'est un point de jonction entre les différents acteurs du secteur et que il faut constituer une espèce de pack et que évidemment qu'il y a la concurrence entre les radios elles-mêmes, mais qu'il faut éviter de trop rester dans son couloir de nage avec ces difficultés parce que les difficultés ou les questions qu'on peut se poser sont celles du voisin aussi et qu'on y répondra mieux tous ensemble. ARCOM compris, que chacun dans son coin. Voilà. Ces assises seront disponibles à la réécoute en replay, dit-on, donc n'hésitez pas. Merci, vive la radio. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.